Salut camarades! Continuons l'aventure des steppes que nous avions démarrée la dernière fois, mais sans pour autant entrer directement dans le vif du sujet. Ce serait mal me connaître. Le vif du sujet étant la très trépidante et mystifiée vie, oui j'insiste, sans doute mystifiée, il y a a priori peu de chances pour qu'elle ne le soit pas, de Temujin. Temujin que vous connaissez sans doute mieux et que le monde entier connaît mieux pour le titre qu'on lui a conféré à partir de 1206, si ce n'est pas avant, qui est celui de Chinggis Khan. Or de fait, si on veut bien comprendre ce que son existence a pu avoir de trépidante, il faut comprendre les nuances et le contexte du monde dans lequel il évolue. Et là-dessus, je ne reviendrai pas. Je suis monsieur contextualisation. Or si, en ce sens, on a déjà longuement évoqué la dernière fois les oppositions entre peuples nomades et sédentaires de l'Extrême-Orient, on n'a pas encore commencé à parler des Mongols à proprement parler. Et encore tout ça selon l'historiographie classique du sujet que je veux d'abord vous exposer. Oui, je vous rappelle encore une fois que, j'insiste là-dessus, grâce au camarade doctorant à l'EHESS Simon Berger, qui en a peut-être un petit peu marre de m'entendre prononcer son nom toutes les 5 minutes, et en même temps, sans lui je ne découvrirais pas tout ça. Bref, grâce à lui, j'ai pris connaissance d'un autre courant historiographique sur le sujet, qui est à mon sens largement plus révélateur, passionnant, et qui jette une lumière très différente et très éloquente sur l'histoire de cette partie du monde, qu'on ne verra donc que dans quelques vidéos. Enfin bref, un autre courant, un courant alternatif, voilà. Mais parlons mongol. Pour rappel rapide, on a vu la dernière fois les différences entre peuples nomades ou semi-nomades du plateau mongol et les peuples sédentaires qui sont plus au sud ou plus à l'ouest. Différences qui ne sont pas parfois sans une certaine porosité puisque, comme on l'a vu, certaines dynasties chinoises viennent de ces mêmes peuples nomades. Et ensuite, on a dressé collectivement une petite photo de classe de ce bordel au milieu du XIIe siècle, avec les Song qui dirigent le sud de la Chine, les Jin qui dirigent le nord de la Chine, la Mongolie intérieure et la Mandchourie, les Xixia qui sont à l'ouest, ou encore les Karachitai qui sont encore plus à l'ouest, mais aussi dans le plateau mongol à proprement parler, de gauche à droite au premier rang, les Naiman, les Kéreit et les Tatars, au deuxième rang les Merkites, et au troisième rang là-bas tout au fond parmi les cancres, les Oyinirgen, les peuples des forêts. Quant aux Mongols, eux, ils sont au deuxième rang tout à droite. Mais qui sont les Mongols? Selon les sources chinoises, qui cherchent sans doute à relier ce peuple à ce qu'ils connaissent déjà, les Mongols, comme d'autres Oyinirgen, viendraient des forêts mandchouriennes à l'orée de la Sibérie, pour ensuite s'installer dans la steppe. Et ils descendraient donc des Mengwu, un peuple proto-mongol faisant partie de la confédération Shiwei, et dont le nom apparaît au 8e siècle sous les Tang. Ou alors ils descendraient des Moché, Margat, Margal, des Tungus, qui sont aussi les ancêtres des Jurchen. Et évidemment, mon métier serait trop simple s'il n'y avait qu'une seule théorie. D'autres les associent à l'un des groupes de population tatare, et, plus récemment encore, d'autres les associent aux Rourouan, ou Rouran, qu'on évoquait tout à l'heure, et dont justement la fameuse confédération Shiwei est peut-être issue. Ce qui donc n'infirme pas la théorie que j'évoquais juste avant sur les Mengwu ou les Moché. Et s'ils font, ces fameux universitaires récents, cette association avec les Rourouan, c'est parce qu'à l'époque ça se prononçait peut-être tout simplement Nirun. Par quel miracle, je ne sais pas, je ne maîtrise pas toutes les langues du monde, c'est évident. Donc, ce nom, à l'époque, Nirun, on va le retrouver nous-mêmes dans quelques instants, et il désigne les clans mongols aristocratiques. Bref, on ne sait pas bien, oui, tout ça pour ça. Et le contrepoint historiographique que je compte faire un peu plus tard devrait sans doute nous aider un peu plus, mais c'est pas pour tout de suite. Enfin bref, ces proto-mongols auraient ensuite été de bons alliés des Tang puis des Liao, et progressivement auraient été rejoints par d'autres peuples qui, plus tard, deviendront des clans mongols à part entière, comme les Hungirat ou les Jagirad. De façon plus mythologique, si on réunit différents mythes, les premiers Mongols auraient été vaincus et assimilés par des Turcs, à l'exception de 2 cousins, Kian et Nokuz, et de leurs 2 épouses, se réfugiant ensuite dans une vallée cachée, l'Ergenechun, où les Mongols se refont, avant de quitter la vallée des générations plus tard sous le commandement de Borté Chinois, le loup bleu. Je n'ai pas dit Borté chinois ni Borté quinoa, calmez-vous. Selon l'histoire secrète, celui-ci engendre avec son épouse Koaïn Maral, la biche fauve, 23 générations avant Chinggis Khan, c'est très précis, sur un haut pic de la chaîne du Khentei, un fils, Batachi Khan, ancêtre des Mongols, à l'époque où ceux-ci étaient supposés être grands, aux cheveux clairs et aux yeux bleus, avant par mariage avec les populations locales de devenir petits, bruns et aux yeux noirs. Oui, du coup on comprend un peu mieux comment Ungern a pu se revendiquer des Mongols.
10 générations plus tard, on trouve Dua Sohor, un chaman, qui aide son frère Dobun Mergen à trouver une épouse. Avec celle-ci, Alan Goa, ils auront 2 fils, Bogunotei et Belgunotei. Toutefois, après la mort de Dobun, Alan Goa donne étrangement naissance à 3 autres fils, Bukhu Khadegi, Bukhatu Saudji et Bodonchar. Ce qui évidemment chiffonne un petit peu les 2 premiers rejetons, puisque le papa est mort. Oh la salope. La salope. Aussitôt, Alan Goa se justifie. Un homme jaune est entré par le toit de la guerre et est entré dans son ventre. Je vous interdis toute vanne sur la notion d'homme jaune, sinon c'est moi qui irai en prison. Et ensuite, cet esprit jaune serait parti sous la forme d'un chien. Le jaune étant une couleur favorable, voire divine, elle se dit ainsi favorisée par le ciel, ses 3 fils étant même d'origine divine. Une vraie immaculée conception de la steppe. Et pour être sûr que ses fils ne se foutront pas sur la gueule un peu plus tard, elle leur enseigne une parabole célèbre, celle des 5 flèches. Très facile à briser séparément, mais incassable une fois réunis. Après, ça reste une parabole, hein. Les 5 fils vont évidemment se foutre sur la gueule plus tard, et c'est ainsi qu'on trouve l'origine des futurs clans mongols aristocratiques. De la même manière, certains pensent que si les Mongols se disent descendre du loup bleu et de la biche fauve, c'est peut-être tout simplement parce que 2 clans à l'origine s'appelaient comme ça. Bref, en termes de clans, le plus jeune fils, Bodonchar, donne ainsi par exemple celui des Borjigid, pluriel de Borjigin, le clan dont se revendiquera bien plus tard Temujin. Pourquoi je dis pas juste le clan de Temujin? Mais on y viendra un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, dès lors, les Mongols considèrent qu'il existe 2 types de clans parmi eux. D'abord, les 20 clans Nirun, les aristocrates, qui appartiennent au prestigieux lignage d'Alan Goa, un lignage qu'il désigne comme Kian, Kiad au pluriel, nom du mythique survivant qu'on a évoqué tout à l'heure, et potentiel ancêtre de Borte Chinois. Et de l'autre côté, on a les 15 clans d'Urlukin, les Mongols ordinaires, qui appartiennent au lignage Négus, donc celui de Nokuz, le cousin de Kian. Après, il y en a aussi d'autres qui considèrent parfois que Kiad est synonyme de Borjigid. De toute façon, les Mongols ne sont pas d'accord entre eux sur la préséance devant aller à tel ou tel clan, donc... C'est d'autant plus complexe qu'il y a certes les clans de langue mongole, mais aussi d'autres populations parmi les Kéreits, les Naïman ou les Tatars, qui, d'un point de vue ethnologique et linguistique, ont tout de mongol. La seule différence à la rigueur serait religieuse, les vrais Mongols étant purement chamanistes, là où les autres sont mi-chamanistes, mi-nestoriens, mi-chamanistes derrière, enfin bref. Ce sera sans doute plus clair aussi avec la vidéo à venir. Toujours selon l'historiographie mongole, où la frontière avec la mythologie est parfois ténue, c'est en tout cas avec l'arrière-petit-fils de Bodonchar, Khaidu, qui vit entre 1050 et 1100 environ, que les choses commencent à bouger. En effet, après la mort de sa mère Monoloun et de ses 7 frères aux mains d'un clan mongol d'Urlukin, les Jaraïr, il décide de se venger. Comment? En étant sans doute le premier à vouloir unir les Mongols, justement pour éviter ce genre de querelle fratricide. Il se serait ainsi allié aux Jurchen, puis aurait fait définitivement passer les Mongols au pastoralisme nomade, abandonnant toute agriculture, ce que certains, historiens comme contemporains, ont pu considérer comme une régression, notamment par rapport aux Ouïghours qu'il a pratiqué encore quelques siècles plus tôt. Ou alors c'est tout simplement parce que c'est pas très classe pour unir les chefs de clans mongols. Je vais pas accueillir les chefs de clan en leur demandant d'enjamber des rangées de choux, j'ai passé pour quoi? Ah, c'est ça, l'agriculture, c'est passé chic. Quand c'est des carrés de tulipes, ça va, mais dès qu'on parle légumes et céréales, oh non? Mais le plus gros héritage de Khaidu est malheureusement infiniment plus dommageable. Il est possible que ce soit de son vivant que démarrent les rivalités entre les 2 clans mongols Nirun majeurs, ceux des Borjigid et des Taichut, une rivalité encore très tenace du temps de Temujin. On aura l'occasion d'y revenir. En effet, on dit que le fils aîné de Khaidu, Shinkhor Dorsin, est fait chef des premiers, les Borjigid, tandis que le plus jeune, Charakhai Linkhu, fonde de dépit les seconds, les Taichut. Et dès lors, les conflits entre ces 2 clans pour l'hégémonie empêcheront ainsi très longtemps quiconque de régner durablement sur un peuple réunifié. Ce qui n'empêchera pas certains d'essayer. Khabul, petit-fils de Khaidu, chef des Borjigid, atteint vers 1130 le statut de Khan, ou souverain des Mongols, régnant cela dit non pas de façon permanente mais provisoire, et non pas sur un peuple réunifié comme le fera Temujin, mais sur une confédération mongole, connue comme la Khamag mongole. Cette confédération, réunie autour de 3 clans principaux, ceux des Borjigid, des Taichut et des Jalaïr, est une confédération comme on en voit souvent dans la steppe, que ce soit chez les Kéreits, les Naïman, etc.
Parfois même d'ailleurs un mix d'un peu tout ça, puisque certains éléments, indépendants, saoulés par les règles ou traditions de leur peuple d'origine, vont parfois bosser ailleurs. Je sais que c'est flou, attendez le... Bon, vous avez compris le principe quoi. Ainsi donc, Raboul Khan, à la tête de sa confédération, atteint suffisamment de puissance et de prestige sur le plateau mongol au milieu des puissances tatars, Kéreit et Naïman, pour être invité en 1135 carrément au couronnement de l'empereur Xizong, troisième empereur Jin. Sauf que les Chinois, très à cheval sur l'étiquette, n'avaient pas prévu un léger détail, c'est que Raboul, c'est un énorme bouffeur, mais surtout un énorme picoleur, qui, au milieu du banquet, complètement peinté, va tirer sur la barbe de l'empereur. Dis donc, c'est une vraie barbe de patriarche que tu t'es collé là. Hein? On peut toucher? Allez! Allez! Il est évidemment renvoyé chez lui, tandis qu'on repeigne consciencieusement la précieuse et céleste barbe de l'empereur, mais finalement, un général Jin se dit que, vu la puissance du Khan, ce serait peut-être pas plus mal de s'en débarrasser une fois pour toutes. Une embuscade est donc dressée, et aussitôt tatané, parce qu'il a beau bouffer et picoler, c'est encore un cador, Raboul. Dès lors, de 1135 à 1147, c'est la guerre entre Mongols et Jin, et ceux-ci, même en s'alliant aux Tatars ou en les envoyant à leur place, se prennent de sacrés branlées, notamment lorsqu'ils tentent d'envahir le plateau mongol en 1137 pour faire comme les Liao avant eux, dominer durablement la steppe. Malheureusement, ce succès mongol ne va pas durer, car Raboul Khan, se sentant sur la fin, décide de désigner un successeur, sans doute vers 1146. Seulement, sans qu'on sache trop pourquoi, d'autant plus qu'il fut sa vie durant un rusé politicien et un brillant tacticien, il ne désigne pas un de ses 7 fils, Borjigid donc, mais plutôt Ambachai, le valeureux chef du clan Taïchut. Aussitôt, ces Taïchut en déduisent donc qu'ils sont enfin le clan dominant parmi les Mongols, et donc non plus les Borjigid, ce qui va achever de définitivement foutre le dawa entre les deux clans, plus encore même que du temps de Khaïdou. Au point d'ailleurs que les Mongols ont failli ne jamais entrer dans l'histoire avec toutes ces conneries. Après, il est évident qu'Ambachai, Taïchut ou pas, était un brillant tacticien et un redoutable guerrier. En 1143 par exemple, il prend 20 forts aux Jin le long de la Grande Muraille, nuisant considérablement à leur crédibilité, et c'est sans doute cet exploit qui a motivé le choix de Raboul. Les Jin tentent alors une nouvelle fois d'écraser les Mongols sur leur terrain en 1146, mais non seulement ils sont vaincus, mais ils sont aussi humiliés, puisque la paix leur est imposée par les Mongols, qui demandent du bétail, un tribut, l'abandon de certains forts, etc. Après oui, c'est sûr que pour les Mongols c'est une grande victoire, mais on peut imaginer que pour les riches Jin, même si c'est profondément humiliant, ça devrait pas forcément coûter trop cher non plus. Cette fois-ci, on va pas partir le mat vide. Qu'est-ce qu'ils nous ont piqué la dernière fois déjà? 2 cuillères, sire. Sans déconner. Non. Il y a 2 cuillères qu'on ne trouve pas, on suppose que c'est eux. Mais si sur le plan militaire les Jin ne font apparemment pas le poids, et se retrouvent à raquer, ils peuvent encore apprendre un peu de fourberie politique à ce cher Ambachai. Celui-ci, bien décidé à être aussi bon politicien qu'il est bon stratège, tente en effet à l'époque de couper les Jin de leurs alliés tatars en mariant sa fille à l'un des princes de ces derniers. Sauf qu'une fois chez les Tatars, avec peu d'hommes et peu d'armes comme le veulent les traditions maritales de la steppe, pour éviter tout simplement que chaque noce dégénère en guerre tribale, ces hôtes violent les lois de l'hospitalité, le trahissent et le livrent aux Jin, vers 1156. L'empereur Jin d'alors, Wanyan Liang, beaucoup trop heureux de sa capture, le fait alors clouer sur un âne de bois, par dérision, puisqu'évidemment aucun cavalier de la steppe ne monterait sur un âne, avant qu'il y soit crucifié, ou écorché vif, ou haché menu, ou battu à mort. On sait pas bien. Mais enfin, il douille quoi. La légende veut qu'agonisant sur son âne, ou lors de sa capture, ce qui est un petit peu plus probable, il ait appelé les Mongols, ou leur ait fait parvenir un message, les incitant à tout faire pour le venger des Jin et des Tatars, même s'ils doivent pour ça s'arracher les ongles et s'user les doigts jusqu'à l'os sur les cordes de leurs arcs. Une prière qui, comme on le verra, ne tombera pas dans l'oreille de sourd. En attendant, la puissance mongole, encore assez jeune comparativement aux autres confédérations qu'on a pu voir fouler la steppe avant elle, s'effondre alors avec lui. Si son fils Radaan Taishi reprend la tête des Taïchut, ce n'est pas lui qui reprend le combat, mais l'un des 7 fils de Raboul Khan, Khutula, Borjigin donc, sorte d'Hercule des steppes à la force considérable, du moins si on en croit l'histoire secrète qui vante toujours les mérites des Borjigid. Bref, Khutula, qui est devenu Khan à son tour, repousse 13 fois de suite des incursions tatares entre 1156 et 1161, sans jamais parvenir à les vaincre totalement pour autant. S'il ne réussit pas à les vaincre, c'est sans doute d'ailleurs parce que les Taïchut, vexés une fois de plus de voir revenir les Borjigid
à la tête de la Confédération, ont préféré quitter celle-ci pour aller s'établir autour du lac Baïkal. Résultat, Khutula, en sous-nombre, peut donc se démener comme un fou, il n'est plus de taille, et son autrefois puissante confédération commence à prendre la flotte. Évidemment, ça, les djinns l'ont très bien perçu, voire ont carrément envoyé eux-mêmes les Tatars tabasser régulièrement des Mongols. Le moment venu, donc, ils forment ainsi une nouvelle coalition avec leurs auxiliaires tatars et ramassent la gueule de Khutula et de sa confédération à la bataille du lac Bouir en 1161. C'est un épouvantable massacre, et si Khutula n'y meurt pas, il ne tient pas beaucoup plus longtemps. Héroïque Hercule des steppes ou non, il n'aura donc clairement pas réussi à venger les Mongols de l'affront fait à Ambachai. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointés, je n'ai pas pu tuer tous les Shintok. J'en suis désolé. Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. Dans tous les cas, en effet, la Confédération est vaincue et dispersée, et les Borjigid ont frôlé l'extinction. Mais tous les Mongols ne sont pas vaincus ou disparus pour autant. Il reste par exemple un bon guerrier, allié de Khutula ayant souvent tatané les Tatars à ses côtés, qui s'appelle Yisukei. Un nom qui vous dit sans doute quelque chose, c'est le père de Temujin. Il est difficile de démêler le vrai du faux concernant celui-ci, déjà parce que les sources en mongol concernant l'histoire mongole sont peu nombreuses. Encore une fois, la seule à nous être parvenue pour le moment demeurant cette fameuse Histoire secrète des Mongols, écrite en 1228, 1240 ou 1252, le plus probablement, et destinée à la famille régnante. Autant dire qu'en termes d'objectivité sur l'histoire même de la famille du Khan, on a vu mieux. Enfin justement non d'ailleurs, on n'a rien vu. Pour le moment. Mais, la vidéo, exercice, tout ça. Si on en croit donc ce qu'on y lit, Yisukei serait le troisième fils de Bartan, lui-même second fils de Khabul Khan, ce qui fait de Yisukei le neveu de Khutula, et donc membre éminent du clan des Borjigid, ce clan descendant théoriquement, encore une fois je le rappelle, du cinquième fils d'Alangoa, Bodonchar. Oui, ça donne un peu l'impression de Danse Marion. Bref, néanmoins, certains détails ne collent pas. Mieux, ils mènent même à d'autres possibles interprétations. Ainsi, contrairement à Khaïdou, Khabul, Ambachai ou Khutula, jamais Yisukei n'a dirigé une confédération, et il ne semble pas non plus avoir été élu Khan, sans doute d'ailleurs parce que ces hommes, mélange de Borjigid, de renégats Taïchut et d'autres clans, ne représentaient pas un pouvoir suffisant pour ça. Ou alors, c'est précisément parce qu'ils ne faisaient pas partie des clans Nirun, de la lignée d'Alangoa, et qu'ils n'avaient donc rien d'un Borjigin. Il était peut-être simplement un bon meneur d'hommes, charismatique, régnant sur des guerriers ayant quitté leurs ethnies et leur hiérarchie trop rigide pour aller chercher butin et gloire auprès d'un chef capable d'en rapporter, dans une période qui plus est particulièrement troublée. En soi d'ailleurs, sans doute un peu comme ce à quoi devaient ressembler les très hétéroclites guerriers Ghazi d'Ertuğrul, ancêtre et fondateur des Ottomans, taillant son petit Beylika dans une Anatolie aussi chaotique et divisée au XIIIe-XIVe siècle que l'était la steppe au XIIe. Une dynastie ottomane qui porte d'ailleurs le nom du fils d'Ertuğrul, Osman, tout comme on connaîtra la dynastie mongole à partir du fils de Yisukei, Temujin, en parlant des Tchenghis Khanides ou des Tchenghisides. Voilà, je trouvais le parallèle amusant et significatif, sachant que les deux viennent de la steppe. Yisukei serait donc ce que les Mongols appellent un homme d'honneur, un héros, un Batur ou un Batar, un terme ordinairement réservé aux chefs nomades importants qui ne sont pas de lignée princière pour autant. Du coup, j'irais même personnellement plus loin, en envisageant que justement, il a pu profiter du massacre des Borjigid au lac Bouir en 1161 pour se revendiquer de ce clan et en réunir les restes, sans pour autant que ces fameux restes, l'authentique élite aristocratique Borjigin, hommes et femmes, ne soient dupes, refusant donc de l'élire Khan, vu ses modestes origines. C'est pas mais c'est traité de pécor, si. On avait quand même une activité agricole soutenue, père. La ferme. La ferme, oui, mais... Non mais la barbe, hein. Quand on aura besoin de vos avis, on vous écrira. Attention, tu as rien contre les bouseux. D'habitude, je mange pas avec, c'est tout. Autre élément allant dans ce sens, et qui de toute façon va avoir une importance cruciale pour la suite, ce n'est d'ailleurs pas tellement auprès des Mongols et à travers eux qu'il cherche à construire sa puissance et à monter les échelons. Bien qu'allié de Khutula dans la deuxième moitié des années 1150, il lui désobéit souvent et compte plutôt, pour s'élever dans la hiérarchie mongole, s'appuyer sur le Khan des Kereit, Togril. Oui, il est temps de reparler un peu Kereit, et en particulier de lui, Togril, qui a même fourni une partie du matos du prêtre Jean. Étant un Khan, donc un roi, nestorien, donc chrétien, Marco Polo l'assimilera un siècle plus tard à la légende alors très en vogue dans le monde occidental depuis la chute d'Édesse en 1144,
celle de ce fameux roi chrétien d'Extrême-Orient devant prendre les musulmans à revers. Bref, Toril n'a pas eu une existence facile, puisque pour démarrer, il est enlevé en 1135 quand il a 7 piges par les Merkites, qui pour l'humilier, lui font moudre du millet. Voilà, une tâche un poil infamante pour le fils du Khan des Kéraïtes, Kuriakous. Syriacus. C'est logique, puisqu'il est nestorien. D'ailleurs, son père à lui s'appelait Marcus. Ça s'invente pas non plus. Bref, Kuriakous le sauve, ou alors Toril parvient à s'échapper seul. Enfin, manque de bol, 6 piges plus tard, c'est rebelote. Mais cette fois-ci, c'est les Tatars qui l'embarquent, avec sa daronne, pour aller garder des chameaux. Parvenu à s'échapper à nouveau, il rejoint les Kéraïtes, où son père étant mort, il est acclamé Khan. Malheureusement, 2 de ses frères jaloux, Bukha Timur et Tai Timur Taishi, commencent à faire pression sur lui, ce qui lui plaît pas des masses. Les 2 frangins, apprenant donc qu'ils projettent de les buter, ils vont trouver refuge auprès du principal Khan Merkite, celui des Oudouites, le clan triple A des Merkites, ce chef s'appelant Tortoa Beki, qui les renvoie à Toril, qui les bute. Du coup, il y a un autre frère de Toril qui s'appelle Erke Khara, qui en profite pas fou pour se tailler chez les Naiman. A priori, Toril devrait enfin être peinard. Malheureusement, un oncle à lui, dont on ignore le prénom, ce qui pour une fois m'arrange, très populaire chez les Kéraïtes puisqu'il veut leur bien collectif, là où Togril a tendance à ne penser qu'à sa gueule, est furieux de ce massacre, et appelle à renverser Togril. Celui-ci, avec une centaine de fidèles et sa fille sous le bras, doit donc fuir à son tour, potentiellement chez les djinns ou les Sirsia, tandis que son oncle monte sur le trône et devient Gulkhan. Malin, le tonton. Si ça se trouve, c'est peut-être même lui qui a orchestré tout depuis le début. Voire même depuis l'enfance chaotique de Togril. Mon père m'a montré le royaume. Et c'est moi qui gouvernerai tout. Oui. Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Problème de lombago. En tout cas, c'est à ce moment-là que Yisukai se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Alors même que Khutula proteste vigoureusement. Les Mongols doivent alors déjà se taper les djinns, les Tatars, les discordes entre Borjigid et Tayechut. Ils vont peut-être pas commencer à se mêler des querelles des Kéraïtes. Mais Yisukai s'en fout et décide envers et contre tout de devenir Landa, c'est-à-dire le frère juré, de Toril, un lien extrêmement fort dans la steppe et inviolable, qui implique de se protéger mutuellement comme le feraient 2 frères. Et dans une société où les rapports sont beaucoup conditionnés par la notion clanique, la symbolique de l'adoption fraternelle est extrêmement forte. Yisukai lie donc sa destinée à celle de Toril, et après 7 ans d'errance de ce dernier, durant lesquels il est potentiellement devenu un client, un obligé des djinns, ils débarquent un jour en territoire Kéraïte tous les 2 en sous-nombre, surprennent les Kéraïtes, les défoncent et remettent Toril sur le trône, tandis que le fameux tonton, déposé, va se réfugier à son tour chez les Sissia. Côté date, c'est étrange. Si certains disent que tout ça a eu lieu entre 1165 et 1171, il me paraît infiniment plus probable que ce soit dans les années 1150, ne serait-ce que parce que c'est supposé se passer du vivant de Khutula, déjà, qui, je le rappelle, est mort peu après 1161, et c'est aussi supposé, j'imagine, se passer avant la naissance de Temujin, qui naît vers 1162. En tout cas, Yisukai a donc réussi son pari, faisant d'un prétendant au trône des Kéraïtes, juste l'une des puissances les plus majeures de la steppe, son débiteur personnel. Le Khan des Kéraïtes ne siège-t-il pas dans une somptueuse tente palais d'or à la vaisselle dorée, et n'a-t-il pas droit à une garde d'élite rapprochée d'1 millier d'hommes? Malheureusement, il va falloir qu'il y fasse gaffe à son prétendant. En 1173, c'est son autre frère, parti chez les Naiman, Erke Khara, qu'on évoquait tout à l'heure, qui le dépose, notre Toril, et c'est encore Yisukai qui l'aide à remonter sur le trône. Et on verra assez vite dans les prochaines vidéos qu'heureusement, pour les miches de Toril, Temujin reprendra le flambeau après son père. Sans quoi il aurait mal fini, le Kéraïte. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le couteau le plus aiguisé du tiroir, Toril, même si son nom veut dire faucon. On les appelle les faucons, mais moi je dis c'est les vrais cons. C'est de l'humour. Cela dit, pas sûr que Yisukai vaille tellement mieux. Si les Mongols, Khutula en tête, sont déjà saoulés qu'ils soient allés se mêler des affaires des Kéraïtes, qu'ils attendent la suite. Un jour, selon l'histoire secrète, vers 1159-1160, il voit passer un gars, rentrant chez lui après son mariage, tirant un de ces chariots qu'on attribue d'ordinaire aux femmes de haut lignage dans la steppe, et notre cher Yisukai, entreapercevant la demoiselle, son sang ne fait qu'un tour. Il laisse toutefois passer le petit convoi, une fois de plus peu nombreux et peu armés, comme le veulent les mariages de la steppe, où on a toujours peur qu'une grosse noce devienne un petit raid, mais où du coup on a quand même tendance, par rapport à tout ce qui est respect des coutumes, etc., à ne pas attaquer ces convois affaiblis, même si ça peut arriver.
Enfin, ce serait mal connaître l'impétueux Yisugei que d'imaginer qu'il va rester sans rien foutre. Il rameute en effet ses frangins, galope, rattrape le convoi, et rafle la mariée, Welun, 15 piges, en pleurs après son mari, un Merkite, qu'elle aime sans doute, et à qui on vient de l'arracher sans trop de notion de consentement, bien que certains disent que ledit Merkite l'avait déjà épousé de force. La condition féminine, tout ça, on va pas s'étendre dessus, contrairement à Yisukei. Certes, ce genre d'enlèvement arrive parfois en Asie centrale, mais enfin, c'est pas parce qu'on est entre nomades ou semi-nomades que c'est pas problématique. C'est pas non plus des sauvages, les gars. Encore une fois, ça brise loi et coutume, les mariages étant sacrés, et les convois de mariage théoriquement inattaquables. Et surtout, le gros problème, c'est que ça crée des vendettas. On va y revenir très vite. Mais qui qu'est-ce, cette chère Welun? Eh bien, on lui connaît au moins deux origines possibles. La plupart du temps, on considère qu'elle vient du clan Olkunut, du clan plus vaste des Ungirat, un clan mongol d'Urlukin, donc commun, dans lequel les Borjigid, clan mongol Nirun, donc aristocratique, ont l'habitude d'aller chercher des épouses, réputées pour leur beauté. Oui, parce qu'en effet, les Mongols pratiquent ce qu'on appelle le mariage exogamique. Ils cherchent à se lier ailleurs que dans leur clan, et ailleurs que dans leur rang. En même temps, ils vont peut-être pas baiser leur frangine non plus. Je trouve même qu'on peut supposer que Yisukei, s'il n'est pas, comme certains le disent, Borjigin, voit précisément dans cet enlèvement d'une Olkunut l'occasion de s'affirmer un peu plus encore comme un Borjigin. Bon, après, il y en a d'autres qui disent carrément qu'elle est Oyin Irgen, et plus précisément Buryat. En tout cas, il l'enlève à son Merkite, malgré, j'imagine, les tentatives de celui-ci de la garder. Par contre, attention, elle peut pas faire de cheval. Pas faire de sabane. Pourquoi pas? Bah parce qu'elle sait pas en faire, déjà. Et puis, en plus de ça, elle est malade à cheval. Elle vomit. Elle vomit? Voilà. Oula, comment? Tu la prends quand même? Mais le problème n'est pas tellement l'origine d'Welun. Le vrai problème, c'est que ce premier mari, un Merkite du clan des Oduyites, à qui on vient de l'arracher, et à qui les frères de Yisukei ont la délicatesse de dire qu'il en trouvera bien une autre, même si on sait tous, comme le bon vieux GG, que c'est toujours compliqué de trouver une bonne Oduyite, c'est Yehechiredu, le frère du Khan de ce principal clan des Merkites que sont les Oduyites. Et le nom de ce Khan, c'est Tortoa Beki. Oui, celui qui a rendu ses frères à Toril. On est d'accord, Yisukei vient donc, en plus de se mêler de la politique des Kereit, de devoir dealer avec les conflits Taichut Borjigid, de faire la guerre aux Tatars et aux Jin, de se mettre à dos les Merkites, qui jusque-là étaient neutres. Bon, certes, il le fait sans doute avec un certain sentiment d'impunité. Les Merkites, divisés, préférant sans doute éviter d'attaquer le désormais frère juré du puissant Khan des Kereit. Mais enfin, les Merkites s'en souviendront quand même. Vendetta, tout ça, hein. Et le principe même d'une vendetta, c'est que ça se fait sur plusieurs générations. Et je rappelle qu'on n'est pas là à la base pour parler de Yisukei. Voilà donc, en quelques dizaines de minutes, à quoi ressemble la steppe mongole, qui ne l'est donc encore absolument pas, et loin de là comme on vient de le voir, et c'est pour tour en 1161, à la veille donc de la naissance d'un homme qui, né au bon moment avec de grandes capacités, a considérablement influencé l'histoire du monde, même s'il n'est pas le premier dans la steppe à l'avoir fait. Et même si évidemment, il ne l'a pas fait tout seul. Et quand je dis au bon moment, entendons-nous. Pour lui, ça ne va pas être une partie de plaisir non plus, c'est sûr, puisqu'il débarque dans un peuple profondément divisé et affaibli, dans une contrée en guerre quasi permanente entre les différents peuples, guerre que les sédentaires du Sud s'échinent à faire durer, et s'il est certes fils de chef, il est celui d'un chef qui s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais en même temps, c'est aussi justement parce que la division régnait qu'il existait une maigre chance de s'y imposer en chef suprême. Je vous laisse donc imaginer à quel point, déjà, le fait d'unir les différents clans mongols a dû être de la tarte. Puis ensuite, d'unir les différents peuples de la steppe en disant qu'ils sont désormais tous mongols, et ce avant même d'évoquer une quelconque conquête extérieure. Autrement dit, bien avant que cette fameuse conquête ne le rende célèbre, cette double unification, c'est déjà un exploit extraordinaire. Et Dieu sait que transformer ces foutus clans familiaux en une armée d'élite, ça s'est pas fait en un jour. Donc vous allez faire une troupe d'élite avec vos cousins débiles? Et ils sont super, hein. J'ai déjà commencé à bosser avec eux. Garde à vous! Enfin, encore une fois, ça, c'est si on suit le courant historiographique classique, qui donc s'appuie majoritairement sur l'histoire secrète, qui n'est pas le document le plus objectif possible sur le sujet, puisqu'il est écrit bien plus tard, destiné à la famille du conquérant, teinté d'une dimension hautement politique et géographique, et qui nous laisse donc, comme on l'a vu, avec pas mal d'incohérences, de doutes, et parfois même de contradictions. Qui plus est, a priori, pas besoin de rappeler qu'une seule source primaire, c'est pas bonne magie. Si en revanche,
On prend en compte d'autres textes un peu plus tardifs, principalement persans et chinois, qui traitent aussi de l'histoire mongole. On voit se dessiner en filigrane d'autres sources mongoles, parfois même plus anciennes que l'histoire secrète, qui viennent apporter des nuances considérables, ou mieux encore, des éléments de réponse infiniment plus clairs et cohérents, je trouve, que les zones de flou que je vous ai exposées ici, zones de flou qui ont été entretenues par certaines erreurs de traduction, notamment héritées du 19e. Par exemple, vous constaterez que je n'ai jamais mentionné, ou presque, le mot « tribu ». J'ai toujours essayé de dire « clan » ou « peuple ». Personnellement, dès ma rencontre du camarade Simon Berger, après donc avoir écrit cette vidéo et fiché bon nombre d'ouvrages pour la suite, tout m'a alors paru infiniment plus logique et cohérent historiographiquement parlant, ne serait-ce que par rapport aux différentes méthodologies et historiographies que j'ai pu étudier par le passé. Autrement dit, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous vendre un sensationnalisme semi-complotiste à deux ronds, mais une vraie baffe historiographique. À tel point, dites-vous, que cette vidéo, j'ai failli intégralement la réécrire. Mais chaque chose en son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou par mail, même si j'ai de moins en moins de temps à consacrer au mail. J'en suis navré, mais je préfère me concentrer sur le boulot, sur les vidéos. Évidemment, comme d'habitude, un énorme merci aux Utipeurs et aux tipeurs. Vous me permettez d'en vivre, vous me permettez d'acheter du matos, vous me permettez de faire ça à plein temps, donc c'est complètement ouf. Donc un énorme merci à vous. Si vous en avez vous aussi l'envie ou les moyens, vous pouvez me faire un don sur l'un de ces deux sites. Pour la suite des aventures, je pense que pour le mois d'avril et le mois de mai, on va continuer sur les Mongols, parce qu'il va bien falloir avancer sur les Mongols. Je pense faire ce que j'ai fait donc les 2 mois derniers, à savoir mars et février, à savoir faire éventuellement un très gros tournage, et ensuite faire à partir de ce tournage unique 2 vidéos différentes. Le format 1 demi-heure c'est quand même pas mal, sinon moi je suis dans une course perpétuelle, et même là, j'ai pas gagné de l'avance en divisant la vidéo en 2, je suis juste à un rythme de vie relativement normal. Ce que vous voyez, je finis de monter cette vidéo le 17 mars, ça veut dire qu'avant qu'avril ne démarre, il me reste quand même que 14 jours, ce qui est un peu short si je veux anticiper l'écriture de la vidéo d'avril, etc. Donc vaut mieux, etc., que je divise un peu plus, que je fasse des vidéos d'une demi-heure. Certains d'entre vous me demandent d'en faire encore moins, c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure, c'est hors de question. Donc on va faire des vidéos d'une demi-heure, ça me paraît bien. Merci au camarade Martin qui me file un coup de main pour tout ça. Merci évidemment aussi à Simon Berger, je le répète encore une fois. Je le répète à tout hasard, j'ai toujours plein d'autres idées de vidéos en tête, notamment des movies historiques, notamment un double movie historique qui sera pas piqué des hannetons. J'ai évidemment des movies historiques en tête sur les Mongols, il y aura probablement un hérodothèque dédié à l'histoire secrète des Mongols. Enfin, vous savez très bien comment ça se passe, je lis des choses, je ne les tiens pas, donc évitons de dire des conneries, et tenons-nous-en à ce que je vais produire le mois prochain, dont je n'ai moi-même pas encore idée. Sur ce, voilà, encore un énorme merci à vous tous. Passez un bon fin de mois de mars et un bon mois d'avril jusqu'à ce qu'on se retrouve le mois prochain avec les nouvelles aventures de Temujin, ou alors les aventures de quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore qui. Voilà, et sur ce, portez-vous bien. Ciao.